Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur 88.9 FM+, vous qui nous regardez à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, également à Mayotte, en France aussi, bien sûr, et puis en Martinique. Bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Yann Monplaisir. Yann Monplaisir est maire de la ville de Saint-Joseph, une ville du centre de la Martinique. Monsieur le maire, bonsoir, vous allez-vous? Bonsoir, bonsoir, je vais bien, et je suis d'autant mieux que je suis avec vous. Merci beaucoup. Dites-moi, à part cette fonction élective de maire de la ville de Saint-Joseph, est-ce que vous en avez une autre? Non, je suis maintenant retraité. Ah, une autre fonction élective? Oui. Non, je n'en ai pas d'autre, non. Souhaité... Ah oui, je suis à la CACEM, mais par voie de conséquence. Oui, du fait que vous êtes maire. Bien, je vous remercie de nous faire l'honneur de participer à cette émission. Est-ce que vous êtes créolophone? Oui, je suis créolophone, d'abord parce que je n'ai jamais vécu le créole comme une douleur ou comme un complexe. Mes parents ont eu l'intelligence de ne pas nous interdire de parler le créole. Nous étions souvent en vacances à Sainte-Lucie, où il y avait une société à l'époque très créolophone. Aujourd'hui, ils utilisent beaucoup l'anglais, mais à l'époque, beaucoup parlaient le créole et ne savaient pas parler l'anglais. Et donc voilà, nous étions à la campagne, il fallait bien communiquer. Et on communiquait dans le vecteur qui était le vecteur commun. Ok. Je vous pose une question dont je connais la réponse. Pour vous dire que je connais la réponse, je l'ai écrite. Comme ça, il n'y a pas de tricherie possible. Est-ce que vous parliez créole à vos parents? Non. Oui, j'ai écrit non. Non, parce que ça ne se faisait pas. Non, parce que ça n'était pas dans les conventions. Non, parce que autant on laissait où c'était presque naturel, les garçons s'exprimaient beaucoup en créole, les filles très peu. C'était le mode d'éducation de l'époque. Est-ce qu'il faut le regretter ou bien est-ce qu'il faut s'en féliciter? Il faut s'en féliciter parce qu'à l'époque, je pense que c'était nécessaire. Si les parents interdisaient aux enfants, comme le racontait Zobel, interdisaient à leurs enfants de parler créole, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait une nécessité pour eux d'exceller en français pour pouvoir s'élever dans la société. C'était une des voies de la promotion républicaine. Et donc, évidemment, que c'était nécessaire à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui est nécessaire. Parce que le créole est en perte de vitesse. Je vois des enfants lors de la semaine créole, je l'ai vu encore récemment, il y a un professeur qui est venu dans la cour de l'école, j'ai reçu les enfants, et j'ai échangé dans le contexte de cette défense du créole, et certains enfants avaient du mal. Est-ce qu'il y a des livres de physique-chimie, de mathématiques en créole? Non, où ça Pouchi? Parce que computer pas capable parler créole. C'est une réponse de M. Compton, une réponse intelligente de M. Compton. Je vais vous dire, aujourd'hui, beaucoup d'enfants au stade des études supérieures sont enseignés en anglais. C'est-à-dire que l'enseignement se fait en anglais, notamment dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs. Est-ce que c'est bien? Peut-être qu'on peut le regretter quand on est attaché à sa culture, et notamment de français. Mais c'est une réalité que la langue qui sert dans les échanges internationaux, et comme le monde est de plus en plus international, c'est l'anglais. Donc, ça n'a pas de sens de dire qu'on va enseigner aux enfants la physique-chimie en créole et on va leur fermer une quantité de portes. Tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour justement inciter les enfants à parler, à écrire le créole, je pense que c'est bon, parce que pour les raisons... C'est bon, c'est pas bon. Non, attendez, je veux choisir. Non. Je dis que quand on enseigne le créole aux enfants, c'est bon. Enseigner aux enfants en créole, c'est inutile et ridicule. Pourquoi est-ce que c'est bon de leur enseigner le créole? Parce que ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. À certains moments de la vie, on sent bien qu'on a besoin de cette racine-là. On en a besoin quelquefois pour exprimer la tristesse. Heureusement, je l'espère pour tout le monde, ou pour beaucoup,
plus souvent pour exprimer la joie, pour exprimer, voilà, l'amitié, l'affection. On a besoin, le créole, c'est un vecteur de communication. De la même manière qu'il y a des gens qui communiquent avec vous en vous touchant. Il y a des gens, plus on a de moyens de communiquer, d'échanger avec l'autre, et mieux ça vaut. C'est notre vecteur culturel, c'est notre substrat. Mais il ne faut pas restreindre. De la même manière, on pourrait dire, il ne faut pas utiliser les anglicismes. On pourrait dire, il ne faut plus parler anglais, parce qu'on veut défendre le français à tout prix, parce que c'est une langue qui est en perte de vitesse, l'anglais est en train de nous écraser, etc., etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, faire en sorte que les gens soient attirés par le français, y compris des étrangers, faire en sorte que des étrangers soient attirés par la pratique du créole, c'est ce qu'il faut faire. Et puis il faut continuer à faire du créole une langue vivante. C'est important que ce soit une langue vivante. On emploie l'expression une langue vivante. Vivante. C'est-à-dire que sinon que l'on parle. Que l'on parle. Parce qu'il y a des langues parfaitement codifiées, le latin, non, et puis qu'on ne parle pas. Donc l'essentiel, c'est de le parler. Est-ce que ça ne suffirait pas simplement de parler créole aux enfants régulièrement, tranquillement, à l'école, le professeur leur disant « Dépêchez-vous, moi j'allasse des autres unis, dépêchez qu'aux autres ». En mélangeant le français, le créole, de telle façon que ça reste une langue parlée. Je crois qu'aujourd'hui, on est décomplexé là-dessus. Les seuls complexés sont ceux de la CTM qui ont fait tout un baratin sur des formules de politesse en créole. Bon, si ça leur fait plaisir, c'est gadget. Ça fait plaisir, ça donne le sentiment que l'on est concerné. Bon, d'accord. Mais sans intérêt. On observe que les enfants donc, apprennent le créole à l'école, c'est admis aujourd'hui. Et puis on fait aussi des manifestations dehors, on fait des dictées créoles, des choses comme ça. On fait des journées créoles. Des journées créoles. La journée créole, ici, est bien, mais celle de Sainte-Lucie est extraordinaire. Hein, ils ont une journée créole qui est reprise partout, reprise dans les commerces. C'est un peu comme Noël. Que mes références religieuses me pardonnent, hein, en tout cas ceux qui ont l'autorité de contrôle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une journée où tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Dans les administrations, dans les écoles, dans les commerces, dans les restaurants, dans les hôtels, partout, c'est Creole Day. Et ce jour-là, tout le monde est créole. Est-ce que le chef d'entreprise que vous êtes ne pourrait pas rêver qu'il y ait également... Ah, j'ai beaucoup rêvé en tant que chef d'entreprise, oui. Je veux dire que les chefs d'entreprise ne rêvent pas forcément plus que les autres. Mais enfin bon, vous avez beaucoup rêvé. Pour vous dire que, est-ce qu'il ne serait pas très important également que nous fassions des journées de langue anglaise ou des journées de langue chinoise plutôt que des journées de langue créole? Non, je ne poserai pas les choses dans ces termes-là. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des programmes d'implication, d'inclusion beaucoup plus forts dans les écoles. Mais l'éducation nationale manque de moyens. Avec Sylvia Saïsoutane, nous avions très fortement porté un projet comme ça qui nécessitait des initiatives locales. Moi, j'avais proposé que ce soit... Vous savez, la politique, ce sont des choix. Les choix, ce sont des choix budgétaires. On le voit bien avec le débat actuel. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met l'argent ? Et moi, j'avais proposé qu'une partie des ressources des collectivités, pas seulement de la grande collectivité qu'est la CTM, soit affectée à un programme local d'apprentissage de l'anglais. J'avais insisté là-dessus. On pourrait d'ailleurs y dédier une partie, sans doute, des ressources des fonds européens. Ça n'a pas l'air d'intéresser nos compatriotes, ceux qui sont en responsabilité. En tout cas, ils ne considèrent pas ceci comme une priorité autant que moi. Et en fait, il n'y a rien eu de très concret. Si on avait commencé, il y a 20 ans, à apprendre aux enfants les rudiments de l'anglais, ça se fait un peu, mais pas suffisamment. Dès la maternelle, ils seraient arrivés en terminale en parlant l'anglais couramment. Les gens qui ont des moyens, les familles qui ont des moyens, et donc qui sont des familles privilégiées, et qui privilégient l'éducation de leurs enfants, vous savez ce qu'ils font ?
ils font des cours d'anglais à leurs enfants, ils leur font suivre des cours d'anglais dès le plus jeune âge. Ensuite, ils les envoient dans des voyages linguistiques à Londres, aux États-Unis, etc. C'est-à-dire qu'ils créent un différentiel de chance dans la vie parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et c'est pour ça que je dis que oui, ça devrait être une prise en compte collective. Mais ça supposerait qu'on dépense un peu moins ailleurs pour affecter des ressources à cet objectif. D'accord. Donc le projet de faire que dans une vingtaine d'années, tous les enfants, même tous les Martiniquais, puissent parler anglais. Quoi. Absolument. Absolument. Ils sont dans la Caraïbe, c'est un espace anglophone. Ils sont dans le monde, le vecteur commun. Alors, avec l'intelligence artificielle maintenant, on dit que c'est plus nécessaire. C'est vrai. Hein, vous communiquez à travers votre téléphone, vous parlez dans votre langue, votre interlocuteur reçoit le message dans sa langue et vice-versa. Donc, peut-être que... Mais je pense que la langue, au-delà de... C'est pour ça qu'on en revient au créole. Au-delà de cet aspect de communication, la langue permet aussi une meilleure compréhension de l'autre, de la culture de l'autre, des valeurs de l'autre. Quand on parle une langue, selon la manière selon les termes utilisés, on comprend un peu plus les subtilités de la langue. Et donc les subtilités de la culture de l'autre. D'accord. Vous avez parlé déjà à plusieurs reprises de la Caraïbe, de Sainte-Lucie. Ouais. On sait que votre famille est originaire de Sainte-Lucie. Oui. Est-ce qu'il y a une obligation, est-ce que c'est pertinent même, de se rapprocher plus de la Caraïbe, de notre environnement géographique, que de nous rapprocher de l'Europe? De tenter de nous rapprocher encore davantage de l'Europe? Bien évidemment, c'est pertinent parce qu'ils sont plus près de nous. Par contre, là aussi, il faut faire des choix. Ce n'est pas la peine de faire des dépenses inutiles. Ce n'est pas la peine de penser que nous allons nous rapprocher d'eux parce que nous allons utiliser l'argent que nous donne la France pour le détourner de son objet qui est de répondre aux exigences des Martiniquais au profit de nos voisins et que, ce faisant, nous allons renforcer un lien. Non, ils vont prendre. Ils vont prendre. Et ils auront raison de prendre. Mais, à mon avis, on ne va pas acheter la coopération. On n'achètera pas la coopération. La coopération doit être une construction commune, partagée. Il faut que chacun amène autant l'un que l'autre. Nous, on ne va pas arriver là et dire, vous savez, on a de l'argent, donc on vous donne de l'argent, et en contrepartie, on coopère. On ne coopère pas là. On apporte de l'aide, qui est indispensable pour certains de ces petits pays, notamment lors des catastrophes, mais ce n'est pas comme ça qu'on coopère. Et je vais vous dire, pour vous livrer le fond de ma pensée, ce n'est pas en installant un permanent payé par les deniers publics de la collectivité dans un pays voisin de la Caraïbe qu'on va intensifier quoi que ce soit. Il faut créer, il faut susciter un intérêt commun et partagé. Vous ne pouvez pas débarquer chez l'autre et puis lui dire, tu sais, j'ai plus d'argent que toi, alors je vais te donner de l'argent. Et comme ça va te faire jeter un regard chez moi. Non. Non. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va là-bas avec de gros sabots, on dit, ah, vous avez ça. Ah, bon, nous, on a de l'argent, on va vous aider. Voilà. Ouais, d'accord. Mais c'est pas comme ça. Bien sûr que c'est bien de construire des écoles quand des écoles sont démolies par un cyclone. Je ne dis pas que c'est faille pas faire ça. Bien sûr que quand il y a une catastrophe, il faut marquer notre solidarité. Comme eux pourraient le faire, et ils le font quand ils le peuvent, à la mesure de leurs moyens. Mais ce n'est pas ça qui va nous rapprocher de la Caraïbe. Nous ne sommes pas en d'autres termes. J'ai le sentiment que certains s'imaginent que nous sommes en concurrence avec l'État français. Il y a une ambassade de France à Sainte-Lucie. Certains pensent que, la France fait sa coopération et nous, on va faire la nôtre. Mais non. Intégrons-nous dans les moyens déployés par la France, co-construisons avec l'État ce rapprochement que nous voulons. Et on va mieux utiliser les deniers publics. Vous voyez, j'ai un souci budgétaire très grand qui est lié à l'actualité. Celle de là-bas et la nôtre. Vous avez des voisins là où vous habitez? Bien sûr que j'ai des voisins. Heureusement. Pourquoi? Parce que je parle fort? Non. Pas du tout pour ça.
C'est parce que ça a été comme un cri du cœur. Je vous ai parlé de la Caraïbe, je vous ai dit, mais bien sûr, ils sont plus près de nous. Alors ma question, et là aussi je connais la réponse, vous pouvez parfaitement mieux vous entendre avec quelqu'un qui est loin de vous qu'avec quelqu'un qui est votre voisin. Il ne suffit pas d'être voisin pour bien s'entendre. Donc cet argument qui consiste à dire, mais ils sont près de nous. Et c'est vous, ça a été un cri du cœur, mais ils sont près de nous. Bon, est-ce que ça suffit pour qu'on puisse se rapprocher? Ça ne suffit pas, la preuve, ça ne suffit pas, mais ça me paraît une condition intéressante et intelligente, parce que nous sommes amenés, moi je fais un peu de bateau, nous sommes amenés à aller chez eux, il vaut mieux qu'on s'entende bien avec eux. Bon, parce que nous avons des possibilités d'échange économique, de partage de richesses. J'avais pensé un temps dans une dynamique de protection de l'environnement, et les sargasses nous interpellent encore, à imaginer une action commune et partagée, parce que nous sommes dans la même réalité. Donc, ce n'est pas contradictoire. Mais je vous rejoins que des fois, on s'entend mieux avec ceux qui sont loin qu'avec ceux qui sont près. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne soit pas nécessaire d'essayer de s'entendre avec ses voisins. C'est vrai qu'il faut avoir de bons rapports avec eux. Les voisins de la Caraïbe nous apparaissent plutôt comme des concurrents, plutôt que comme des frères. Dans quel domaine? Le domaine touristique, par exemple. Seulement dans le domaine touristique. Oui. Seulement dans le domaine touristique. Non, mais c'est un domaine important, quand même. C'est un domaine essentiel. Mais vous savez, même nos voisins de la Guadeloupe sont nos concurrents. Ils ont réussi à faire fermer l'hôtel Batelière. Ce que je veux dire, c'est que les copains, nos amis de la Caraïbe sont les concurrents déloyaux, entre guillemets. Vraiment entre guillemets. Entre guillemets, parce que là où ils peuvent mettre 6 personnes pour servir un touriste, du fait de leur niveau de vie, nous ne pouvons mettre qu'une personne. Donc c'est une concurrence qui est... Oui, il y a cette réalité-là. Nous devons faire face à cette réalité. Nous avons des éléments qui nous permettent de compenser dans certains domaines ces handicaps qui sont réels. Là, les compensations sont aujourd'hui insuffisantes parce que le tourisme, c'est une activité de service humain. Donc nécessairement, on ne coupe pas à la nécessité jusqu'à ce qu'on ait inventé des robots qui vont faire, etc. Mais on n'en est pas encore là, fort heureusement, parce qu'on ne remplacera pas le cœur. Donc, il faut de la main-d'œuvre. Donc, nous sommes structurellement handicapés. Nous sommes structurellement handicapés. Il faut compenser ces handicaps, c'est vrai, pour permettre l'essor, parce qu'en plus nous avons d'autres handicaps, nous avons de la réglementation, ils ont aussi des handicaps, ils paient l'électricité plus cher que nous, ils ont des taux de crédit qui sont plus élevés, ils ont des modalités de remboursement qui sont mieux que les nôtres. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Mais si on fait le bilan, globalement, nous sommes handicapés. Nous sommes handicapés. Définissons les handicaps, ou identifions plus exactement les handicaps, et cherchons à les compenser. Mais c'est ce qu'il faut faire. Je vous rejoins tout à fait. Ça aussi, on y a insuffisamment réfléchi. Insuffisamment. Est-ce que, de votre point de vue, la Caraïbe est une zone particulièrement criminogène? Ah oui. Oui, et c'est une zone particulièrement exposée et particulièrement fragile. Fragile. Vous l'avez dit, et vous connaissez mes liens avec Sainte-Lucie, pendant 3 jours, ça m'interpelle, hein, parce que quand on regarde Haïti, j'ai dit ça la dernière fois, ça a surpris que je fasse des comparaisons, mais vous savez, il faut se projeter. Il faut se projeter. Si on m'avait dit quand j'étais gamin qu'il y aurait dans une année près d'une 40aine de morts par arme à feu, j'aurais dit ça va pas. À l'époque, quand il y avait un accident, France Antilles faisait une couverture grosse comme ça, et quand il y avait un mort, alors on en parlait des semaines. Bon, aujourd'hui, tout ça est banalisé. Donc il faut essayer de se projeter. Il ne faudrait pas que demain nous devenions Haïti. Et ça n'est pas exclu. Pour moi, et c'est pour ça qu'il faut arrêter ces utopies qui sont à la fois réductrices et même insignifiantes, ça n'a pas de sens de penser que l'on va pouvoir rompre avec la France. Si nous rompons ce lien avec la France, la conséquence sera l'haïtisation de la Martinique. Mais je vous disais, pour revenir à mon propos, à Sainte-Lucie, pendant 3 jours, ils ont perdu la maîtrise de la 2e ville de Sainte-Lucie, Vieux-Fort.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est les gangs qui faisaient la loi. Ah. Ouais. Et vous savez comment ils s'en sont sortis? Ils ont fait appel à la police de Barbade, de Saint-Vincent, et ils ont fait appel au préfet ici qui n'a pas pu envoyer la... Il voulait qu'on envoie des gendarmes armés pour reprendre le contrôle de la ville. Et la préfecture n'a pas accepté. On a envoyé des spécialistes avec des chiens pour rechercher les armes une fois que la situation avait été reprise en main, parce que les gangs avaient pris... en une nuit, ils ont tué 9 personnes, avec même des enfants, ils ont tué la grand-mère et tout. Donc c'est quoi ça? C'est Little Haïti. C'est Little Petit Haïti, à notre porte. C'est ça qu'on a là. Donc, il faut pas... l'année dernière, sur la place des taxis à Castries, comme si ce serait à la Pointe-Simon, il y a eu, en pleine journée, on a tué 3 personnes. Bah, ça fait moins de bruit parce qu'ils ont réussi à Sainte-Lucie à avoir, si vous voulez, une bienveillance, notamment des médias américains. Ils travaillent beaucoup sur leur communication, hein, parce qu'il ne faut surtout pas que ça ait trop d'écho. Je vous laisse deviner ce que ça pourrait... Alors, ça n'est pas généralisé, c'est sur des zones données. Et si vous ne sortez pas après une certaine heure dans un certain quartier, vous avez moins de risques de vous faire trucider. Mais ça démarre toujours comme ça. Donc oui, nous sommes très exposés et c'est une zone dangereuse. Et il faut que la Martinique, moi je me félicite que nous soyons français, parce qu'il y a un système, même si quelquefois on pourrait souligner certaines lacunes, mais il y a un système et surtout nous sommes en mesure de ne pas perdre le contrôle. D'accord. Votre obsession, là... C'est quoi mon obsession? Vous l'avez révélé sans la dire. C'est que nous rompions avec la France, comme si c'était votre préoccupation première aujourd'hui. Alors, c'est pas ma préoccupation. Mais si, parce que vous avez dit rompre avec la France, là, vous y revenez. Ouais. C'est évident que ça vous travaille en ce moment. Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi ça me travaille. Parce que ça fait 60 ans on se tape le cul sur le sol en criant autonomie, indépendance. Et il y a eu des humoristes qui ont fait une petite chanson très belle. Et c'est pas je n'ai pas peur de ça. Je n'ai vraiment pas peur, pour 2 raisons. D'abord, que j'ai une philosophie de mon âge, et puis ensuite, parce que je n'y crois pas plus que n'importe lequel d'entre nous. Le problème, c'est que c'est utilisé pour éviter la responsabilisation des Martiniquais. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème qui ne va pas, c'est en raison du statut. Dès qu'on veut essayer de justifier comme on ne fait pas, c'est parce qu'on n'a pas pu avoir les moyens de faire en raison du statut. Ce qui est totalement faux. C'est faux, ça déresponsabilise, ça focalise l'énergie sur des sujets... Enfin, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que de faire un congrès alors qu'on est en quasi-cessation de paiement, alors que les gens sont victimes en permanence des dysfonctionnements de services publics? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que d'essayer de faire croire aux Martiniquais que si tel ou tel service public ne fonctionne pas, c'est parce que nous, les experts de nos propres problèmes, on ne nous a pas donné les moyens. Mais les Martiniquais ne sont pas bêtes, ils ont compris. Ils ont compris que quand on donne les moyens, l'efficacité, la bonne utilisation des deniers publics, le courage politique, la clairvoyance ne sont pas au rendez-vous. Et donc ils disent non. Donc j'ai pas peur. Je dis simplement arrêtons cette histoire et arrêtons cette baliverne. Arrêtons de tromper les gens. Que ces gens-là qui prétendent qu'ils fassent des congrès, qu'ils montent à l'Assemblée nationale dans l'avion de la République avec l'argent de la République, etc., sont tous du même bord depuis 60 ans. Et qui n'ont qu'un mot à la bouche, c'est parce que ça leur permet... C'est quoi? C'est on est trop français. Bon, moi je vais vous dire quelque chose. Et je l'ai démontré. Et ce sera mon héritage à mon pays que j'aime tant. Quand on est aux responsabilités, il faut être aussi aux résultats. Et donc il faut faire et prendre les choix qui sont des choix au service de la population. Pas s'excuser en permanence.
pas s'excuser. Vous savez, il y a une lâcheté dans ce pays qui est coupable. Coupable. Vous avez des services publics qui dysfonctionnent. Le service de l'eau, le service du traitement des déchets, le service du transport. Ce sont 3 services qui sont totalement à la main des Martiniquais, des collectivités, de la CTM, des mairies, des EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes. Totalement. L'État, je dirais qu'il nous embête quelquefois avec des réglementations tatillonnes, mais il donne l'argent. Donc on peut dire que l'un compense l'autre, largement. Bon. Eh bien, ces 3 services dysfonctionnent. Pourquoi? Parce qu'il y a gabegie, pas de contrôle, détournement de fonds, pas de sanctions, recrutement familial, politique, amical, concubinage, etc. Manque de courage pour dire la vérité aux gens. Il faut dire à certaines personnes qui ont la capacité de bloquer un système et qui prennent en otage toute une population, qui ne veut pas savoir pourquoi, mais qui manifeste son mécontentement. La petite mamie qui ne peut pas aller voir son médecin, elle ne cherche pas à savoir pourquoi elle ne peut pas aller voir le médecin. Ce qu'elle sait, c'est qu'il n'y a pas de bus. Et donc, elle rouspète en disant « Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne marche pas. » Qu'est-ce qu'il fait, le politique? Comme il n'est pas courageux du tout, au lieu d'assumer, au lieu de dire « Eh bien, écoutez, nous allons tous souffrir un moment, mais je ne peux pas accepter que l'on soumette la résolution d'un problème à la nécessité de recruter les enfants des syndicalistes. » Vous croyez que c'est audible, ça? J'ai entendu un responsable du SMTVD et un responsable de la SOR dire la sortie du conflit passe par le recrutement des enfants des syndicalistes. Et vous entendez un politique dire que ça n'est pas admissible? Non, ils disent il faut trouver la solution. Ah, je demande aux interlocuteurs de trouver la voie du dialogue pour... C'est-à-dire, c'est pas responsable. Quand vous avez des chauffeurs de bus qui sont payés presque comme des pilotes d'avion et qui font jouer un droit de retrait pour un oui, pour un non, il faut avoir le courage de leur dire ça doit cesser. Ça passe par le dialogue, l'explication, la justification, la réponse à des problèmes qui sont réels. Les salariés, les syndicalistes posent des problèmes qu'ils vivent des fois et qui n'ont pas été résolus faute de volonté, par négligence. Bon, c'est pas acceptable non plus. Je comprends leur point de vue. Mais comme il y a ces manquements, eh bien, il y a aussi des abus. Donc il faut dénoncer les abus. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage de regarder notre pays en face. Quand vous avez un pays où il y a tant de chômeurs, où vous avez des personnes qui sont payées au-dessus je dirais, de la moyenne des salaires perçus, avec des avantages en nature très largement au-dessus de la moyenne, et qui en plus en demandent plus. Pourquoi? Parce qu'on en est resté au stade de la relation bâtie uniquement sur un rapport de force. J'ai peut-être pas raison, mais je peux te faire beaucoup de mal. Et je ne me soucie pas trop de savoir où est l'intérêt général. Eh bien moi, je dis, il faut avoir le courage de dire ça n'est pas acceptable. Et l'opinion publique va très bien comprendre. Un temps, ça va être un peu compliqué. Un temps, ça va être... Vous avez vu la débandade quand il y a eu les événements ici, jusqu'à ce qu'on en arrive à menacer les élus? Combien d'élus se sont levés? Combien ont eu le courage de dire ça? J'étais le seul à dire que je n'acceptais pas. Vous êtes encore le seul en ce moment, puisque à peu près tous les élus de la Martinique se sont réunis pour dans un congrès pour dire... Laissez-moi finir juste une seconde. Oui. Pour dire qu'ils sont partisans quelque part de l'autonomie de ce pays. J'observe que dans votre discours, vous avez associé, et ce n'est pas par hasard, autonomie et indépendance. Là, il ne s'agit pas d'indépendance du tout, il s'agit d'autonomie, et vous êtes à peu près le seul à ne même pas avoir participé au Congrès. Je veux dire, je ne suis vraiment pas le seul. Je peux vous assurer que je ne suis pas le seul. Je suis peut-être un des rares élus. D'abord, il y en a qui ne sont pas venus. Alors, ils étaient peut-être empêchés.
pas suffisamment courageux pour assumer. Mais je leur laisse donc le bénéfice du fait qu'ils étaient empêchés. J'ai entendu mon collègue maire de Rivière-Salée, André Le Sieur, qui a été sans doute un des rares à prendre position de manière claire. Pourquoi j'assimile les deux? Parce que qu'est-ce qu'il dit, monsieur Le Sieur? Il n'est pas du tout pour cette affaire de congrès. Hein. D'accord. Moi j'assimile les deux. Pourquoi? Parce que c'est du bidon. C'est du bidon. D'abord, c'est du bidon, cette histoire d'autonomie. Nous sommes déjà quasiment... on peut aller un peu plus loin, je suis pour qu'on aille un peu plus loin. Mais encore, il faut qu'on me dise dans quel domaine précis. Excusez-moi de vous le dire, et je le dis à tous les Martiniquais, surtout pas la fiscalité. Surtout pas la fiscalité. Vous avez vu comment les élus martiniquais utilisent cet outil quand on leur donne la faculté de le faire? Vous avez vu les taux des impôts locaux en Martinique? Vous avez vu comment on est au maximum. La taxe sur les transports qui est prélevée sur les entreprises, on est au maximum national. Parce que quand même l'État a dit, on ne peut pas monter, même les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, eh bien, on est au maximum. Ils veulent l'autorisation de mettre un peu plus encore. Donc, on peut avoir un débat là-dessus. Certains vont dire, bon, mais il nous faut... Moi, je dis très clairement... Je ne suis pas pour qu'on leur donne plus de facultés à nous mettre des impôts sur le dos. Parce qu'il y a déjà trop d'impôts. Bon. Et surtout quand on voit très souvent ce qui est fait de l'argent des Martiniquais. Bon. Moi, je ne peux pas accepter. Je le dis, vous savez, j'ai un âge où je peux dire les choses comme je les pense. Je ne peux pas accepter que quand on est maire d'une petite commune de 3-4 000 habitants qui est en déficit, on roule dans un véhicule payé par la collectivité qui est un véhicule ministériel. C'est pas sérieux de faire ça. Quel exemple on donne? Quel exemple on donne? Et puis, quelle impulsion on donne à l'action publique? Vous savez, moi, je ne vais pas avoir de langue de bois, vous savez bien, ce n'est pas ma nature. Mais pourquoi je suis contre cette affaire d'autonomie et d'indépendance? Attendez, je vous explique. Ne dites pas autonomie et indépendance, ce n'est pas honnête. Parce qu'il ne parle pas du tout d'indépendance. Il ne parle que d'autonomie. Et vous savez pourquoi, monsieur? Je ne sais pas. Vous avez trouvé là tous les ayatollahs de l'indépendance. Avec le sourire jusque-là, la banane. Alors là, ils avaient la banane, ok? Monsieur, comment s'appelle-t-il? Un des ayatollahs de Marie-Jeanne. Marie-Sainte. Monsieur Marie-Sainte. Monsieur Nadeau. Monsieur Nilor. Et monsieur Carole, pour ne pas les citer. Je respecte leurs opinions. Mais ils avaient la banane parce qu'eux, ils sont dans la confusion que vous ne voulez pas. Ils considèrent comme inéluctable la marche vers l'indépendance. Moi, j'ai connu une époque, je suis de votre génération, où on considérait comme inéluctable la marche vers le communisme. Mais heureusement qu'on n'a pas franchi le dernier pas. Hein. Heureusement qu'il y a eu des gens comme M. Aharon, c'était des philosophes, face à M. Sartre, qui disaient surtout, il ne faut pas aller là. Et vous êtes de la même génération. Vous savez ce qu'on disait de Aharon? C'est un fasciste, etc., etc. Et tout le monde dit aujourd'hui, il avait raison. Donc moi, si j'ai conscience ou la conviction que c'est une perte de temps, je le dis aux Martiniquais. Et je n'ai pas peur, encore une fois, parce que je n'y crois pas, et puis que quand bien même ce serait le cas, ça ne m'empêchera pas de dormir. Bon. Mais je vois l'intérêt de ma population. Je vois l'intérêt. Je pourrais tous les jours ne rien faire à Saint-Joseph, ce qui n'est pas le cas, et dire... C'est pas de ma faute, c'est parce que la collectivité et l'État ne me donnent plus de subventions. Et chaque fois, les gens, Michel Limekman, il n'a pas fait pour un. Ah, à un moment de là, c'était en subvention, il n'y a pas besoin. Ah, à un moment de l'État, il n'y a pas qu'à aider nous. Je suis à l'aise. Et puis tous les jours, je fais une réunion inutile. Je dis, maman, là, il faut nous tomber encore l'État, il faut nous tomber encore. Il faut nous donner l'autonomie, nous, par rapport à la CTM. Hein, c'est des conneries. C'est une perte de temps et d'énergie. Je vais vous dire, je suis plus autonomiste qu'eux. Ah. Oui. Focalisons-nous sur le résultat. Démontrons notre capacité à faire, aussi bien à nos compatriotes. Nos compatriotes, ils n'ont plus confiance. C'est pourquoi, quand vous me dites qu'il y avait 50 machins là, qui se sont réunis pour un congrès... C'est pas 50 machins, c'est 50 élus. Oui. 50 volontés, c'est ce que j'appelle machin, c'est pas malveillant de ma part. Bon, ils se sont réunis pour un congrès de machin. À côté de ça, la population ne suit pas.
Jik Nyon qui fait un chanter en l'ayo. Jik Nyon qui fait un bel petit chanter en l'ayo. Je vais demander tout le monde écouter chanter. Ça faut même. Bon, qui dit, mais maman là, vous avez commandé, depuis 60 ans, vous avez commandé plus de responsabilité, mais l'ayo, votre responsabilité, vous n'avez pas qu'à faire rien. Démontrons que nous sommes capables de faire dans notre quotidien. Démontrons que malgré les handicaps, nous arrivons à obtenir des résultats. Démontrons que nous utilisons au mieux l'argent public. Démontrons l'efficacité dans l'action. Et là, rien ne pourra arrêter un mouvement d'autonomie, voire d'indépendance. Parce que les gens vont dire, on peut faire confiance à ces élus-là. Moi, vous avez un de vos collègues, M. Cromwell, qui a fait un article là, l'autre jour, où on l'a interpellé sur le sens de son article en lui disant, mais on voit bien que vous faites de la propagande politique, etc., etc. Et j'ai trouvé que sa réponse était extraordinaire. Il a dit, en réponse, il a dit, mais non, je suis simplement révolté de voir ce que je vois, d'entendre ce que j'entends, comme tous les Martiniquais. Donc démontrons à nos compatriotes notre capacité à gérer au mieux les moyens qui nous sont mis à disposition et qui existent. Nous allons par le même coup démontrer à l'État que nous sommes capables. Parce que la deuxième incidence de ça, c'est quand vous venez demander à l'État de vous donner encore plus de domaines de compétences, donc encore plus de pouvoir, Quand vous faites ça, et que par derrière, les gens de l'État, ils portent le même jugement que la population, ils disent, mais vous savez que votre discours est absolument dramatique. Parce que vous dites, ben écoutez, ça fait 1 heure que vous expliquez aux Martiniquais que nous, les Martiniquais, nous sommes incapables de rien gérer. Alors, c'est quoi? C'est les séquelles de l'esclavage? C'est quoi? Non. Parce qu'il y a un tas de Martiniquais dont vous avez cité les noms, qui sont des gens qui ont fait des études brillantes, qui sont des professeurs, qui sont des agrégés de ceci, de cela. Et là, vous êtes en train de nous démontrer que nous, les Martiniquais, nous ne sommes sûrement pas les meilleurs spécialistes de nos affaires. Mais vous savez... C'est ce que vous dites, hein. Non, c'est votre interprétation. Mais non, c'est ce que vous dites. Hein. Par contre, non, je ne peux pas vous laisser dire que c'est ce que je dis. Je vais vous préciser ma pensée, c'est qu'elle n'était pas assez précise. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les élus sont le choix des Martiniquais, parce que ce sont les Martiniquais qui élisent ceux qu'ils élisent depuis tant d'années. Oui. OK ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous dites que je fais un constat d'incapacité, c'est faux. C'est faux, pour 2 raisons. D'abord parce que nous avons beaucoup de réussites ici, notamment d'initiatives privées, notamment de gens qui réussissent, M. Déo, par exemple, qui est parti de Sainte-Marie, etc. Ce sont des réussites martiniquaises. Nous avons... Attendez, laissez-moi terminer. Mais je vous laisse terminer. Nous avons des réussites dans le domaine sportif, dans le domaine culturel. Récemment, nous avons reçu à Saint-Joseph Grégory Privat, star internationale qui porte la Martinique au Japon, partout dans le monde, etc. Donc nous avons... Mais c'est vrai que si politiquement la Martinique était mieux administrée, elle fonctionnerait mieux. Mais c'est le choix des Martiniquais. Alors vous me dites que je porte un jugement sur les collectivités. Écoutez, 34 communes en Martinique, il y a 6 communes qui ne sont pas en déficit. OK ? Dans Saint-Joseph. Oui, donc... Alors écoutez, quand on parle... Non, mais je vais vous dire, monsieur Laouchi, quand on parle fort, et quelquefois c'est mon cas, et je parle fort parce que j'ai la voix qui porte, mais je parle fort aussi parce que je fais en sorte de parler fort. Je fais en sorte de parler fort. Parce que vous ne pouvez pas parler d'une certaine manière si vous n'avez pas fait en sorte d'être carré. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne faut pas gaspiller l'argent public aux yeux et au vu de tous, au vu et au su de tous, si vous ne donnez pas l'exemple. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut bien gérer si vous ne donnez pas l'exemple. Oui, je prétends que cette commune est bien gérée. Je suis arrivé avec une situation de déficit, on était au bord du gouffre. Je suis arrivé avec une situation d'endettement, 10 millions, on est aujourd'hui à 3 millions. Je suis arrivé après une augmentation des impôts de 23%. J'ai bloqué les impôts depuis que je suis arrivé. Et nous sommes avant-dernier, il n'y a que Rivière-Pilote, en termes de taux d'imposition dans la commune. Nous avons multiplié par plus de 8 les investissements. Nous avons réussi
relativement, tout est relatif, parce que je vais peut-être sortir d'ici, et puis entre-temps, on aura un malheur. Mais nous avons réussi relativement à sécuriser la ville, qui était en permanence au devant de l'actualité, en permanence, pour la criminalité, et parce qu'il y a une politique derrière tout ça. Parce que je focalise des moyens, parce que j'ai mobilisé des énergies. Il ne faut pas avoir peur et honte de ce qu'on fait. Parce que la modestie est nécessaire, mais l'exemplarité doit aussi être un élément de motivation pour d'autres. Moi, je m'enorgueillis de ce que beaucoup de personnes, les 2/3 des personnes que je reçois, que nous recevons à Saint-Joseph pour faire des papiers d'état civil, viennent des autres communes. Les agents municipaux d'autres communes disent aux ressortissants qui viennent les voir, allez à Saint-Joseph. Les agences de voyage leur disent, allez à Saint-Joseph. Mes agents à moi me disent, monsieur le maire, on ne pourra plus. Et je leur dis, faites tout ce que vous pouvez. Servez l'intérêt des Joséphains, mais servez la Martinique. Je suis arrivé à la conviction, monsieur Laouché, je vous le dis avec beaucoup de gravité, que si la Martinique était mieux administrée, il y aurait plus de paix, les Martiniquais vivraient mieux et ils seraient plus heureux. La Martinique, je le dis comme je le pense, est politiquement mal gérée. Et je vais aller plus loin avec vous. On a enfermé les Martiniquais dans ce que je ne veux pas. Si ça ne va pas, c'est parce qu'on n'est pas autonome, c'est parce qu'on n'est pas indépendantiste ou indépendant. Si ça ne va pas, c'est parce qu'on n'est pas de gauche. Les mairies les mieux gérées de Martinique, je vous invite et j'invite les Martiniquais à réfléchir à ce que je dis, sont des mairies qui sont tenues par des gens dont la sensibilité, pas toutes, hein, parce que la démonstration ne serait pas scientifique s'il n'y avait pas des exceptions. Mais la plupart des mairies qui sont bien gérées en Martinique sont gérées par des élus qui sont issus de la sensibilité politique dont je suis. Vous savez pourquoi? Vous êtes de quelle sensibilité politique? Je suis un homme de droite. Bon. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'homme de droite, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de sensibilité. Ce n'est pas quelqu'un qui est rangé du côté des plus forts. Ce n'est pas quelqu'un qui est égoïste. Ce n'est pas quelqu'un qui est aveugle à la souffrance et à la douleur des autres. Pour moi, c'est quelqu'un qui est d'abord responsable. D'abord responsable. À quoi sert-il de recruter jusqu'à n'en plus pouvoir dans une collectivité pour vous trouver ensuite en cessation de paiement et en incapacité de répondre aux urgences, y compris les toutes premières urgences? À quoi sert-il? Parce que vous croyez que vous allez résoudre à vous seul le problème de l'emploi? Il vaut mieux créer la dynamique qui crée l'emploi. Moi, j'essaie d'avoir une zone d'activité sur mon territoire parce que je veux qu'il y ait une dynamique de développement économique. Mais je ne vais pas recruter tous les Joséphains pour être assurés d'être réélus. Je leur explique. Et je crois que les gens comprennent. Au lendemain de mon élection, il y a eu le défilé, y compris, et qu'ils me pardonnent, de ceux qui m'avaient soutenu pendant la campagne électorale. Certains l'avaient fait peut-être avec calcul, d'autres peut-être qu'ils n'avaient pas calculé mais qu'ils trouvaient naturel qu'ils aient une contrepartie et venaient pour se faire embaucher. Mais nous recrutons à l'aune des moyens dont nous disposons, nous recrutons en fonction des besoins de la collectivité et nous faisons en sorte d'optimiser la capacité et la potentialité de chaque individu au service du collectif. J'étais ailleurs, il n'y a pas de gens dans les placards à Saint-Joseph. Il y en a, ce n'est pas une manière ni humaine, ni d'efficacité que d'avoir quelqu'un avec un titre, et puis vous nommez quelqu'un à côté, c'est lui qui fait le boulot, et celui qui a le titre, ben, ma foi, vous le mettez un petit peu sur le côté, finalement il finit par ne plus rien foutre. Hein? C'est pas comme ça qu'on va sauver la Martinique. Alors, je voudrais être bien compris. Mon esprit n'est pas... Je ne suis pas contre les indépendantistes et contre les autonomistes parce que je serais contre seulement la formulation ou leurs intentions. Je n'y crois pas. Personne n'y croit plus.
Personne ne croit plus à ces conneries, excusez-moi. Je veux parler le langage des gens. Personne ne croit plus à ces bêtises-là en Martinique. Donc on n'a pas peur de ces gens-là. La preuve, on n'en a tellement pas peur, c'est qu'on en fait des députés. Si on en avait peur, on n'en ferait pas des députés. Parce qu'il suffit qu'ils soient ils sont tous les 4 là-bas, ils n'ont qu'à demander l'indépendance et puis ça va. Pourquoi vous parlez d'indépendance? Personne n'en parle plus en Martinique. Mais vous faites comme si vous voulez faire peur aux gens. Non, je n'arrive pas. Non, monsieur. L'autonomie, c'est pas l'indépendance. Monsieur Laouché, je n'essaie pas de faire peur. J'essaie, et je n'arrive pas avec vous qui êtes intelligent, donc ça veut dire que je m'y prends mal. J'essaie de faire comprendre que ce débat-là, c'est un débat dépassé. C'est un débat des vieux. Alors vous me direz, oui, vous interpellez qui là, comme ça? Bon, mais c'est un débat du passé. C'est un débat des années 60. Il faut sortir de ce débat-là. Je ne veux pas dire qu'on ne va pas y retourner. Je veux dire, il faut en sortir. Focalisons-nous sur le débat de l'efficacité. Faisons en sorte, nous qui sommes là, avec notre petite mission, reprenons la modestie de la mission qui nous est confiée. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme mission? Maire de Saint-Joseph, 16 500 habitants. Je ne veux pas critiquer un tel ou tel qui est devenu député et qui dirigeait une commune de 1600 habitants. Mais moi, on m'a confié une petite responsabilité, 16 500 habitants. J'assume cette petite responsabilité. Je l'assume. Et je demande à être jugé sur pièce. Que l'on vire ceux qui ne font pas le job. On ne sait pas faire ça en Martinique. Vous savez pourquoi on ne sait pas le faire? Parce qu'on fait et on accepte le clientélisme. On n'est pas condamné à ça. Ce n'est pas parce qu'on est martiniquais. Ce n'est pas parce qu'on est caribéen. Ce n'est pas parce que nous sommes sur un substrat d'origine essentiellement africain et que... Non, ce n'est pas rien de tout ça, c'est du pipeau. C'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de pertinence dans les choix. Une seconde. Vous êtes chef d'entreprise? Oui, je l'étais. Okay. Vous vendiez quoi? Je vendais des services. J'ai vendu plusieurs choses. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous essayez j'ai vendu des articles, j'ai vendu des corbeilles, j'ai vendu tout, des corbeilles qu'on mettait dans les bureaux, etc. Vous vendiez des choses? Je vendais des choses, des biens et des services. D'accord. Vous savez que si je suis maire d'une commune et que j'emploie quelqu'un, au lieu de laisser cette personne au chômage, je donne un salaire à cette personne. Cette personne va venir acheter chez vous, va venir vous faire vivre. Et donc, l'homme de gauche qui embauchait quelqu'un pour ne pas le laisser au chômage avait une fibre philanthropique, de générosité. Mais pas en apparence. Enfin, c'est parce que vous avez une idée très particulière des autres. Non. Mais deuxièmement, c'était un schéma économique aussi, parce que c'était distribuer de l'argent dans la société qui allait faire vivre les entreprises. Et c'est pour ça que les Martiniquais... Je ne vous rejoins pas. Ce qui fait vivre les entreprises, c'est les cas. C'est un fait, je veux dire. Non. Ce qui fait vivre... C'est un fait que j'aimais là. Non, mais c'est un fait. Quand vous employez des gens, quand vous les payez, et qui vont fait. dépenser leur argent dans les entreprises, c'est un fait, je veux dire. Non, mais... C'est un fait. C'est pas de l'idéologie. C'est un fait. Non, c'est pas d'idéologie, c'est de l'économie. C'est un fait limité. Limité. Je vais vous expliquer pourquoi. À la base de l'embauche dans les collectivités, il y avait une préoccupation sociale et humaine. Parce que, là encore, l'expérience vient avec l'âge. Quand j'étais gamin, si on vous licenciait, il n'y avait pas d'amortisseurs sociaux. Il n'y avait que l'aide médicale gratuite. Et puis, les fonds, dits fonds chômage, okay, où on employait des chômeurs, il n'y avait pas d'allocation chômage, etc. Ça n'existait pas. Donc, les maires, et on ne peut pas en vouloir pour cela à la ville de Fort-de-France, et notamment à Aimé Césaire, les maires, parce que les gens, ils affluaient sur Fort-de-France. On fermait l'usine de Sainte-Marie, ils descendaient à la capitale. Pourquoi? Parce que l'exode rural, quoi. Pour des personnes non qualifiées, c'était là qu'on pouvait trouver un emploi, notamment des emplois dans les services, au service des autres. C'était l'époque que j'ai connue, où on n'est pas si vieux que ça, enfin, on commence à avancer quand même. Mais les instituteurs avaient tous une servante
Aujourd'hui, ils ne peuvent plus se payer ça. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Donc, pourquoi? Parce que la condition de ces personnes, ces aides ménagères, était une condition de survie. Ce qu'on leur versait comme salaire était juste pour leur permettre de subsister. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça. Et on a mis des règles, heureusement, etc. Donc le monde a changé. Et donc, nous ne pouvons pas continuer sur des schémas anciens à croire qu'on fait du social, et alors vous trouvez une justification économique. Vous dites, ce n'est pas seulement du social, mais comme on distribue des revenus, ces revenus-là, ils sont recyclés par la dynamique de la consommation, etc., etc. Oui, c'est un peu vrai. Mais il faut mesurer les deux. Il faut mesurer les deux, parce que quand vous en arrivez à ne plus pouvoir verser d'argent aux associations, quand vous en arrivez à ne plus pouvoir payer les entreprises, quand vous en arrivez à ne plus pouvoir passer de commandes, autant de dépenses sur lesquelles vous avez coupé, lesquelles dépenses, elles, répondent à des besoins. Alors que quand vous embauchez en surnombre, uniquement pour, entre guillemets, faire du social, vous ne créez aucune richesse. Voyez-vous, il y a une entreprise qui est venue s'installer. Attendez. Je suis d'accord avec vous. Il y a une entreprise qui est venue s'installer dans notre commune. 60 emplois. Elle a joué le jeu avec nous. Hein, et elle nous a dit d'ailleurs que c'était assez exceptionnel. Il y a un monsieur chez nous qui s'appelle monsieur Charlec, qui est assez extraordinaire, qui s'occupe. Ils ont fait des recrutements. 60 emplois sur le territoire de la commune. Je préfère voir 60 emplois qui génèrent un service de la valeur que d'embaucher 60 personnes dont je ne saurais pas quoi faire. Et trouver un prétexte pour les occuper. Mettre 3 personnes là où il en faudrait 2. Mettre trop de monde à l'accueil, mettre trop de... etc. Ça n'a pas de sens. Mais tout ça, c'est de votre faute, monsieur Montplaisir. Ah bon? Oui. De votre vote à vous seulement. Ah ben alors, bon, parce que depuis le temps que vous réfléchissez à la Martinique, à son développement, vous êtes un chef d'entreprise, vous auriez dû déjà avoir fait un plan de développement pour la Martinique. C'est ça qui manque. Je veux dire que si vous aviez un plan de développement, que si vous aviez imaginé des filières nouvelles pour ce pays, eh bien on n'en serait pas là. C'est peut-être, oui, c'est de ma faute aussi, parce que je suis un acteur politique et un acteur économique. Mais quand vous me dites que j'aurais dû avoir imaginé, oui, j'ai imaginé. Je vais vous dire ce que j'aurais fait. Un plan de développement, c'est pas l'imagination. Mais pas un plan. Un plan de développement, c'est d'abord... Vous savez, on n'a pas besoin de faire des plans à l'ancienne. Hein. Le plan de développement, c'est définir des axes prioritaires. Il y a un axe prioritaire en matière de création de valeur et en matière de création d'emplois. Je le dis, alors je n'ai pas... C'est le tourisme. C'est le tourisme. Et c'est tellement vrai que c'est l'axe principal de développement de toute la Caraïbe. De toute la Caraïbe. Création d'emplois, création de richesses, création de revenus, etc., etc. On n'y arrive pas. Parce que la volonté politique n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez déterminante. Vous m'avez parlé tout à l'heure du niveau des charges. J'ai proposé que l'on applique le CICE. Le CICE, c'est une exonération de charges pour certaines entreprises, pour les entreprises, qui avait été retoquée. Je redis les choses, mais c'est la pédagogie, c'est l'art de répéter. Qui avait été retoquée au niveau européen parce que les Européens, l'Union européenne a dit vous n'avez pas le droit de favoriser certains secteurs d'activité. Si vous le faites, il faut le faire de manière uniforme. La dérogation européenne qui s'applique à nous permettait de faire un CICE ciblé. Qui s'y opposait parmi les hommes politiques de chez nous? Monsieur Marie-Sainte, qui ensuite m'a avoué, quand je lui ai expliqué, après que ça ait été retoqué, qu'il n'avait pas compris ce que je disais. Il me l'a avoué. Monsieur Letchimi, qui s'y est opposé également. Donc, ne me dites pas que c'est moi. Moi, je disais, il faut faire le tourisme. Pour faire le tourisme, il faut surmonter les handicaps. Votre propos du début. Pour surmonter les handicaps, il faut mettre en place des mesures compensatoires. Et ces mesures compensatoires passent par un allègement des charges, allègement de la fiscalité pour les entreprises du tourisme. Les taxes de séjour sur les entreprises n'arrêtent pas de monter.
Elle n'arrête pas de monter. Mettez, je vais vous dire ce que c'est qu'une politique, c'est des choix. Mettez une taxe de séjour sur le Airbnb, qui est une activité touristique utile, souhaitable, mais assez facile économiquement, ce qui explique son engouement, y compris auprès des investisseurs. Il y a plus d'investisseurs qu'il y a de ressources. Donc, mettez une taxe sur les gens qui viennent en séjour, mais ne mettez pas de taxe sur un hôtel qui emploie des salariés martiniquais. Puisque dans le Airbnb, vous avez des gens qui gèrent, alors ça ne leur appartient pas toujours, mais ils gèrent 30, 40, 50 chambres et appartements en Airbnb avec 3 salariés. Une secrétaire, un comptable et puis le directeur. Bon, ok? Dans un hôtel, si vous avez 60 chambres, vous avez 60 salariés. Comment vous voulez ne pas... Comment ils ne comprennent pas ça, ceux qui décident? Je veux dire que les hôtels aujourd'hui sont concurrencés en Martinique. Sont de plus en plus, mais même dans le monde, sont de plus en plus concurrencés dans les croisières. C'est-à-dire que les gens de plus en plus préfèrent aller à l'hôtel sur un bateau et se balader. Ouais. Bon, premièrement. Deuxièmement, à Sainte-Lucie, quand vous avez un hôtel 5 étoiles et que vous avez 5 personnes à la disposition d'un client, en Martinique, vous ne pouvez avoir qu'une personne. C'est normal, parce que vous payez, c'est pas normal, vous payez 600 € à Sainte-Lucie. Mais c'est des vrais handicaps. Mais le handicap, ça nous handicape, mais vous le voulez ou non. Mais quand donc, attendez, on pourrait essayer, parce que je sais que vous êtes un homme de l'hôtellerie, ouais. Donc je vous croise un petit peu là-dessus, je vous embête un peu là-dessus. Pourquoi nous ne serions pas devenus, ne devenions pas un pays de R&B, justement? Parce que quand on passe à Fort-de-France et ailleurs, il y a tellement de maisons qu'on pourrait réhabiliter et qui pourraient recevoir des touristes, on pourrait avoir l'imagination de laisser tomber l'hôtel ou devenir justement du Airbnb. Vous avez raison, je partage votre point de vue, mais il ne faut pas opposer le Airbnb et l'hôtel. Il ne faut pas les opposer, il faut les additionner. Il ne faut pas dire on va faire du Airbnb parce qu'on renonce à l'hôtel. Il faut additionner. On peut faire du Airbnb, donc il faut le faire, maximum. Mais on doit faire de l'hôtellerie. Parfois, il faut faire des choix. Et pourquoi vous faites un choix de la sorte? Mais parce que dans la Caraïbe, nous sommes les mieux à même de faire du Airbnb du fait des logements que nous avons. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Ah, les autres en font de plus en plus. Les autres, il n'y a pas... Moi, je ne suis pas malthusien en la matière. Il n'y a pas une opposition entre le Airbnb et l'hôtel. Il y a une complémentarité. L'hôtel apporte à une certaine clientèle, apporte à une certaine clientèle qui reviendra peut-être après un Airbnb, et l'inverse. Il y a des moments où les gens, à partir d'un certain âge, ils n'ont pas envie de s'embêter avec des problèmes d'intendance, de machin. Pour les courts séjours, ils aiment bien aller à l'hôtel, ils aiment bien rencontrer du monde, etc. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de... Et c'est une erreur, permettez-moi de vous le dire, que de penser comme ça, parce que quand on pense comme ça, justement, on fait un arbitrage qu'à mon sens, il ne faut pas faire. Il faut penser globalement tourisme, globalement, dans tous les domaines. Et voilà un choix. Voilà un choix qu'on devrait faire. Bon, mais il n'est pas réellement fait. Il faut faire des choix gagnants. Ce choix-là, est-ce qu'il peut être gagnant? Il peut être gagnant. Vous pensez ça vraiment? Oui, je suis convaincu. J'en suis convaincu. Nous avons des atouts. Sur la croisière, par exemple, on a fait de gros progrès. On n'a pas tout gagné, mais on a fait de gros progrès qui expliquent... Enfin, il y a un moment où les bateaux ne venaient plus ici. Les bateaux ne venaient plus. Ceux qui venaient, c'était ceux qui s'étaient égarés. Mais ce n'est pas ça qui nous rapporte de l'argent. Mais si, ça nous rapporte de l'argent. Ils ne dépensent pas d'argent. Mais si, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent parce qu'ils paient des droits d'accollage. Oui, c'est ça. Il y a des taxis qui gagnent... Demandez, monsieur, vous êtes un homme du réel, je vois que vous filmez des fois les scènes dans la rue. Demandez aux petits marchands, là, qui vendent dans la rue, comment ça se passe quand il n'y a plus de touristes. Demandez à Tilo, qui est au bord de mer. Et demandez aux restaurants qui sont au bord de mer. Mais les chiffres sont là. Mais les chiffres sont là. Les touristes qui descendent... Ils dépensent moins. Ils ne dépensent pas beaucoup. Ils dépensent moins. Il y en a pas mais ça c'est aussi... Là encore, c'est un mixte. Ça fait rayonner la destination. Oui, c'est vrai. Ça fait rayonner. Donc, vous me dites que je n'ai pas fait de choix économique. Moi, je fais des choix à l'échelle des responsabilités que l'on me confie.
C'est bien ce que je vous reproche. Je veux dire que vous êtes un homme politique depuis longtemps. C'est pas moi qui ai choisi de ne pas être choisi, monsieur. Non. Ce sont les électeurs qui m'ont jamais fait... Vous auriez dû vous entourer de personnes compétentes pour faire un plan de développement pour ce pays. Mais il n'a jamais été fait. On n'a pas arrêté de faire des plans, je vais vous dire. Non, ce sont des schémas que vous faites. Je vais vous dire, pas de je serai candidat aux prochaines élections à la collectivité territoriale de Martinique. Si Dieu me prête vie, si je suis encore en santé, etc. Je serai candidat. Je vais vous dire pourquoi. À cause du Congrès. Oui, ça a été pour moi un déclencheur. Parce que je parle avec des élus, y compris qui étaient au Congrès. Je ne peux pas donner leur nom, par égard pour eux. Ils me disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils ont voté. Et ils ont voté. mais monsieur Laouché, vous avez assisté comme moi à ce bal de macaques. Il y en a qui ont pris position. On les écoute, on dit, bah ouais, j'ai compris ce que tu vas dire. Et puis ils concluent dans l'autre sens. Ah bon? Mais vous n'avez pas assisté à ça. Je ne veux pas vous donner leur nom encore, par égard pour eux. Mais enfin, je vous demande, et j'invite chacun à réécouter. On n'est pas d'accord, si, ça, on se dit, bah il ne va pas voter. Ah bah il a voté. Il a voté. Pas observer ça. Ah ben oui. Je ne veux pas donner des noms. J'ai envie de donner des noms, mais je ne vais pas les donner. Mais j'invite chacun à réécouter. Donc, tout ça, c'est un bal de macaques. Donc, moi, je dis, si une cinquantaine ou une soixantaine de Martiniquais élus, responsables de tout niveau, sont capables de faire ce bal de macaques pour collectivement tromper le peuple, il faut qu'il y ait quelques voix qui s'élèvent pour dire non. Je vais vous dire le sentiment que ça me donne. Vous savez comment font les sardines quand elles voient arriver un thon? Elles se mettent en boule, et elles se mettent à bouger en boule pour tromper le prédateur, et elles se mettent à bouger en boule en se disant, il va en manger une ou deux, mais ce sera peut-être pas moi, ok? C'est ça les élus martiniquais. Ils se sont mis tous ensemble, de droite, de gauche, du milieu, de l'extrême gauche, etc. Ils se sont mis tous ensemble, c'est ce qui a fait avoir la banane à nos indépendantistes. Ils se sont mis tous ensemble pour dire, maman, là, élection qui a venu, en nous pas fait moun critiquer nous, comme nous tous ensemble, si yon peut en faire, tout peut en faire. Donc personne ne peut en faire dans Bagaïta, manquer passer pas mal. Il y a un élu qui m'a dit, heureusement que je ne suis pas en Martinique, j'aurais été obligé d'aller. Vous vous rendez compte? J'aurais été obligé d'aller. Mais heureusement que je ne suis pas obligé d'aller parce que je ne suis pas là. C'est pas Yann. Donc moi je dis, c'est pour ça que je serai candidat. Et quand j'ai fait cette déclaration en disant que je n'irai pas au Congrès, j'étais seul, vous avez raison. Je n'ai pas sondé, je n'ai pas fait de sondage. Mais j'étais surpris et heureusement et agréablement surpris. Des gens m'ont écrit, pas pour me dire merci. J'ai dit, mais pourquoi ils me disent merci? Merci parce que je porte leur voix. Je reprends ces airs. Je suis la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Donc je parle pour eux. Et il faut quelqu'un pour parler pour eux. Mais ils auront l'occasion de parler. Il y aura un référendum. Je leur donnerai l'occasion. Je leur donnerai l'occasion. Et j'espère qu'à ce moment-là, ils n'auront pas la mémoire courte, les Martiniquais. Et qu'ils se souviendront des gens qui, dans des circonstances particulières, sont capables d'avoir le courage d'aller à contre-courant pour éviter que le courant ne nous conduise aux chutes du Niagara. Voilà. Et je pense et j'espère qu'ils vont avoir ce courage. Parce que c'est ça la politique. C'est ça la politique que j'appelle de mes voeux. C'est avoir des convictions, défendre ces convictions et les soumettre à la population. Et la population choisit. Ce n'est pas avoir des convictions, les camoufler et tromper la population. Voilà. Notre interview touche à sa fin. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Oui, je vous remercie de m'avoir convié. Je veux vous dire que je suis heureux quand on me convie comme vous, qu'on me laisse un peu de temps. Je suis heureux de participer au débat. Je ne prétends pas avoir raison seul. On n'a jamais raison seul. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je veux simplement éclairer à la force de mes convictions, de mes intimes convictions, en faisant fi des intérêts, en faisant fi des risques auxquels je m'expose, en faisant fi d'une éventuelle carrière politique. Je ne sais pas à mon âge qu'on fait une carrière politique. En faisant fi de tout ça. Je veux simplement avoir l'opportunité de dire aux Martiniquais qu'il faut qu'ils
jugent par eux-mêmes, qu'ils écoutent, qu'ils jugent les gens d'après leurs actes, pas d'après les a priori, il est ceci, il est cela. Écoutez, regardez comment les gens vivent, regardez leur... On est dans un petit pays. Et puis, faire des choix, ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de changer. Merci. Voilà. Une dernière question, mais vous me répondez en 30 secondes. Hein, parce que oui, 30 secondes. Ouais. Pourquoi il y a si peu de VHU dans le bourg de Saint-Joseph? Parce qu'il y a une volonté politique. Là, excusez-moi, je vais vous féliciter pour ça. Parce que je vais de temps en temps, je me promène et je vais à Saint-Joseph. Et il y en a encore trop. J'ai remarqué qu'il y a vraiment peu de VHU dans votre commune. Comment vous faites? Eh bien, nous avons, je vous dis, par volonté politique, j'ai Oui, une police de l'environnement, je leur demande des comptes. Tous les mardis, je fais le point avec la police, pas seulement sur ce point-là, tous les mardis, avec le maire, pas avec quelqu'un de délégué. Nous faisons le point, j'ai des objectifs, j'ai une personne qui est chargée de l'environnement, Madame Lamain, qui est une élue. Nous faisons des démarches. Je n'arrivais pas à faire enlever mes VHU parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et puis je m'aperçois qu'on enlevait, je dis toutes les choses, en 30 secondes. On enlevait les VHU du Robert. Je me renseigne, et un élu du Robert me dit, nous avons un sponsor. Et vous avez un sponsor? Et pourquoi moi, je n'ai pas de sponsor? Bon, eh bien, j'ai fait savoir au sponsor en question qu'il faudrait aussi qu'il me sponsorise. Avec de l'argent, d'ailleurs, qui est récupéré sur le dos des Martiniquais. Parce qu'il y a une taxe, quand on vend une voiture, qui est prélevé et qui alimente un fonds. Ce fonds était utilisé pour des raisons que j'ignore, que je préfère ignorer, en faveur du Robert et pas des autres communes. C'est pas normal. Et en disant ça, je ne veux dénoncer personne. C'est un simple constat. Ma volonté politique, parce que oui, j'aurais dénoncé si je n'avais pas pu faire en sorte que les VHU soient tirés de ma commune. D'accord. En tout cas, ils le sont. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous pendant plus d'une heure avec Yann Monplaisir, qui est maire de la ville de Saint-Joseph. C'est mon plaisir. Merci de nous avoir honoré. Merci de m'avoir invité. Comme toujours, je suis toujours heureux d'être ici, parce que des fois, la pensée nécessite un peu de temps pour s'exprimer. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.